Attention, dégagez la voie publique. Rentrez chez vous. Barricadez-vous. Qui s'est échappé. Pendant mes recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que je connaissais plusieurs films sortis en 1974. Black Christmas, Dark Star de John Carpenter, Young Frankenstein, Godzilla vs Mechagodzilla, Madhouse avec Vincent Price, The Man with a Golden Gun, Phantom of the Paradise, Spasmo, Phase 4, Massacre en tronçonneuse, Zardoz, Charles Mencken et l'improbable Tendre Dracula avec Peter Cushing et les débuts de la chanson de Miu Miu. J'ai peur du noir, j'ai peur du loup. J'ai découvert également que Médondo, que vous connaissez sûrement pour être la VF de Eddie Murphy et de l'âne dans Shrek, était réalisateur de documentaires à caractère social, dont un en particulier, Les Biconègres, vos voisins. Je suis foutu, on est des cons, on se laisse faire, on ferme notre gueule, L'année 1974 est aussi celle où Blue Oyster Cult sort son album Secret Treaties, qui est un régal, et il y a un paquet. Good evening, this is Deirdre Wilson for Rockola. Tonight we have a very interesting interview with the rock band Cheap Trick. Paquet d'autres trucs qui sont sortis cette année, dont 2 films de Goldie Hawn, The Girl from Petrovska et Sugarland Express. Spielberg réalisa entre 1959 et 61 plusieurs courts-métrages, comme The Last Gun, Fighter Squad et Escape to Nowhere. Et dans un élan créatif, réalisera Firelight, son premier long-métrage donc. Tourné en Super 8, il fait 2h20 mais est malheureusement encore à ce jour incomplet. Quelques extraits sont trouvables et ont été restaurés par l'intermédiaire de Kathleen Kennedy, productrice d'un bon grand nombre de films Hollywood, en passant par E.T., Indiana Jones et les Temples Maudits, et qui veut la peau de Roger Rabbit. Elle est actuellement à la tête de productions Disney, dont les Star Wars. Et c'est dans les années 80 que Kathleen Kennedy retrouva en Arizona les bobines des premiers films de Spielberg. Elle confia ses films à 2 jeunes fans de cinéma, J.J. Abrams et Matt Reeves, réalisateur de Cloverfield, de La Planète des Singes, l'Affrontement et de sa suite Suprématie, sans oublier le dernier Batman. Et cette expérience est à mon sens le père fondateur du film Super 8 de Abrams, sa lettre d'amour à Spielberg. S'ensuit quelques courts-métrages, des épisodes de série dont un pour The Name of the Game, et j'adore ce générique. C'est un épisode de 1h10 qui se passe dans un Los Angeles post-apo à géométrie variable, parce que là, ils mettent les masques, là, ils les retirent. Bravo les gars. Et cet épisode me rappelle un certain film, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est étrange. Et 1971 sera l'année où Spielberg se fera enfin remarquer. D'abord en réalisant Le Livre Témoin, un épisode de Columbo, et c'est suite à tous ses succès à la télé qu'il recevra l'aval pour réaliser son second long métrage, Duel, qui recevra plus tard une sortie au cinéma. Quelques téléfilms plus tard, notamment La Chose en 1972, qui est assez intriguant, juste par le titre. Et enfin, en 1974, l'année qui m'intéresse, le 3e rendez-vous pour le grand écran et qui lancera définitivement sa carrière de réalisateur, Sugarland Express. Lou Jean se rend dans un centre de détention. Pour convaincre son mari, elle a des arguments en béton. Tu as mis 2 pantalons? Exprès, j'ai tout préparé, tu vas t'évader. Elle veut récupérer leur enfant qui est à Sugarland, coincé des griffes de sa famille d'accueil. Déjà en effraction pour évasion, elle et Clovis, son mari, prendront en otage un jeune officier de police, Slide, qui par un effet boule de neige seront traqués par une centaine de voitures de police sous le commandement du capitaine Tanner. 101, 102,
103, 104. Inspiré d'un fait divers du 2 mai 1969, Robert Bobby Dent, 22 ans, et La Faye Dent, 21 ans, appelèrent les autorités depuis un ranch au sud-est du Texas. Kenneth Crone, 27 ans, répondit à l'appel et sera par la suite pris en otage. Dans sa critique de Sugarland Express, Roger Ebert, critique de cinéma, dira que l'une des causes du beat du film sera en partie à cause des libertés prises sur le fait divers. Néanmoins, il y a une notion capitale au cinéma. Adapter, c'est trahir. Déjà, Spielberg baigne son film de lumière naturelle, par l'aide du chef-opérateur Vilmos Zsigmond, super chef-op de Blowout, de Brian De Palma par exemple, et marque également les débuts de la collaboration avec John Williams, qui travaillera avec Spielberg encore à ce jour. Williams, par l'utilisation, entre autres, de l'harmonica, travaille de concert avec le chef-opérateur pour évoquer tout l'imaginaire collectif du vieux sud américain. Ça discute, ça papote tranquillement dans un road trip doux et chaleureux par les interactions de Goldie Hawn et de William Atherton et Michael Sachs, d'une douceur et d'une candeur parfois amère, brillamment capturée par Spielberg avec l'aide de la caméra Panaflex qui permet une myriade de plans dans la voiture. Caméra plus compacte, plus légère et silencieuse comparée à sa consoeur la Panavision PSR R200, et change drastiquement la grammaire visuelle de Sugarland Express. D'ailleurs, dès ses débuts, Spielberg a toujours une idée originale, où placer sa caméra, avec quel plan il peut raconter une action, quel plan répond à un autre pour faire un lien logique entre les scènes. Une troisième caméra est utilisée pour ce film, la Arriflex 35 IIC, caméra notamment utilisée pour ses films et Transformers, film produit par Steven Spielberg. Et là, c'est des suppositions, mais ce serait cool que ce modèle de Arriflex soit utilisé pour les scènes du grand-père de Sam Witwicky, personnage qui est un clin d'œil à Spielberg. Avec la venue de nouvelles caméras plus sophistiquées, c'est tout le langage cinématographique qui est chamboulé. Une caméra plus petite permet de se faufiler dans les endroits étroits. Aujourd'hui, on a des caméras minuscules qui servent pour le cinéma, mais également pour la médecine. Un magazine de pellicule plus conséquent permet de tourner des plans plus longs, ou refaire plusieurs scènes sans craindre de manquer de pellicule. Et avec la venue des images de synthèse et des caméras numériques, c'est une vision du réalisateur et de son équipe technique qui peut être enfin réalisée, loin des contraintes physiques. Aujourd'hui, on s'affranchit complètement du matériel professionnel. Pour être un réalisateur maintenant, il suffit juste d'avoir des potes, un téléphone, et proposer son propre langage, sa propre cinématographie. Et tout au long de sa carrière, Spielberg trouve toujours un moyen de communiquer le mouvement avec sa caméra. La cinématographie enferme le trio du reste du casting, en conflit direct avec les archétypes de la famille d'accueil, et du père de Lou Jean, qui les voit comme des parias, des marginaux. Lou Jean, t'es une traînée. Et je l'ai toujours su. Tous ces choix font route pour avoir de la pitié et de l'empathie pour ce jeune couple. Et cette volonté de tordre la réalité pour mieux servir ce propos me dérange beaucoup moins que ce qu'a fait D.W. Griffiths pour Naissance d'une Nation. Une merde nauséabonde de 3 heures qui fait un révisionnisme éhonté d'une Amérique alors déchirée par la guerre de sécession, réclamant la venue salvatrice du Ku Klux Klan, symbole d'une reconquête de l'impuissance blanche sudiste. Naissance d'une Nation fonctionne comme l'antithèse de la représentation du sud de l'Amérique montrée plus positivement par Spielberg. Ce doux rêve est appuyé par un film surreprésenté dans le paysage cinématographique américain, ce film qui est directement cité par Spielberg dans cette scène, Le Magicien d'Oz. Naissance d'une Nation et Le Magicien d'Oz, 2 représentations du sud de l'Amérique. L'un est un western mettant en scène les cow-boys du clan, l'autre la fuite du Kansas par Dorothée en route avec ses amis vers le pays d'Oz. Ce sont des variations de 2 genres, le western et le road movie. 2 genres que Sugarland Express fusionne. On peut également fantasmer la fin du genre du western par la poursuite infernale de John Ford avec Henry Fonda, qui chevauche la Monument Valley, que son fils, Peter Fonda, explorera dans le film fondateur du road movie, Easy Rider. Mais ça serait malhonnête car un genre ne meurt pas vraiment. En témoigne le film José hors la loi de Clint Eastwood. Le western évolue, est questionné, transformé, désacralisé. Ce genre vieillissant du western, en conflit avec l'époque contemporaine, fera naître le road movie. Bien que dire qu'un genre est né est compliqué car il existe, bien évidemment, des proto-exemples. Ce qui est sûr, c'est que le genre est un mutant, en perpétuelle ébullition. Il permet de s'approprier certains codes, thématiques, pour soit les tordre, ou véhiculer plus facilement un propos. Comme le fait Spielberg, en plus des films cités auparavant,
Il s'inspire ouvertement du Gouffre aux chimères de 1951, film qui s'inspire également d'un fait réel et qui se passe, curieusement, au Texas. Tous ces emprunts à l'imaginaire américain, et plus précisément au Vieux Sud, permet à Spielberg, avec la fin du film, de faire un bilan sur le monde qui l'entoure. La fin de Sugarland Express emprunte également au mythe américain de Bonnie and Clyde, où la mort de Clovis, orchestrée dans cette superbe scène où un travelling compensé dans un seul plan étire le suspense jusqu'à la mort de Clovis, et factuellement aussi, rapproche le canon de l'arme de la voiture, tout ça dans un silence mortifère. D'ailleurs, dans cette scène, ils mettent des balles dans leurs oreilles pour se protéger du son. Ce changement de paradigme est représenté par ce plan de la peluche d'ours récupéré lors d'un bain de foule. Ce plan sonnera définitivement le glas de l'innocence et mettra face à Slide, jusqu'au plan de fin, son impuissance. Spielberg trahit le fait divers, tord la réalité, pour accentuer sa fin, pour plus nous toucher et nous questionner sur la nécessité de cette violence. Spielberg fait également un constat sur l'appétit dévorant des médias, ce voyeurisme compulsif en traque perpétuelle de réaction, sentiments volés dans leur objectif. La moindre information est un festin pour ces charognards. Il n'est pas plus tendre avec les masses, dressant un curieux parallèle entre son public et lui-même, réalisateur de film, également soumis à ce voyeurisme en adaptant cette histoire au cinéma. Et quand il ne parle pas de cette masse, il voit les individus tels des enfants à l'étroit dans leur corps d'adulte. Superbe scène d'ailleurs avec le couple texan, où cet extrait permet de peser la fatalité de leur sort, en rappelant qu'ils peuvent être abattus à tout moment, notamment par des potentiels snipers face à leurs fenêtres. Ce voyeurisme se traduit dans la dissonance entre la promo du film et l'objet cinématographique. On y voit Lou Jean, arme à la main, prête à tirer, suggérant une violence omniprésente dans le film. Attrait pour la violence présente dans la bande-annonce, montrant un appétit pour l'action de la part des spectateurs et de l'équipe promotionnelle. Non loin de condamner ces pulsions, car la violence au cinéma peut être récréative, morale, cathartique, et pour le cas de Sugarland Express, vecteur d'émotion et moteur de propos global du film. Le road movie est souvent caractérisé par une rébellion d'une jeune génération face à la mantra conservatrice, et est un parfait produit de son époque, car les mouvements sociaux de 60 à 70 visent à émanciper une jeunesse qui sort d'une période conformiste et aux valeurs morales dépassées. Rien qu'en France, la loi Veil permet aux femmes d'avorter en toute sénérité, et comment parler de la colère face à la génération précédente sans parler de mai 68, ainsi que de la nouvelle vague française, et du nouvel Hollywood, deux mouvements cinématographiques ivres d'une société plus libre et saine. Nouvelle Hollywood que Spielberg embrasse totalement. Et cet imaginaire est symbolisé par la voiture de Lou Jean, Clovis et de Slide, qui est, ironiquement, une voiture de police. Cette voiture de police véhicule tous ces idéaux d'émancipation. Voiture en route vers un enfant, la génération suivante. Malheureusement, cette jeunesse sera assassinée, cet espoir réduit en silence, par la génération précédente, celle des adultes. En s'accaparant les récits fondateurs de la culture américaine, Spielberg se permet d'ébranler le rêve américain et dresse un constat amer sur la violence inhérente dans la société américaine et condamne ses protagonistes. Dès le plan d'introduction de Lou Jean, son destin sera scellé par une voiture avec des impacts de balles. Ensuite, par un surcadrage de Lou Jean par le monument du centre de détention. Et enfin, en la filmant à l'intérieur des grillages, définitivement enfermée dans ce choix, donnant une dimension tragique à cette scène. Elle et Clovis sont définitivement prisonniers. Et par le genre propice du road movie, Spielberg questionne également par la représentation des armes sa masculinité. En conflit avec son père Arnold, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Homme d'un autre temps, un alien pour Steven. Je ne pense pas vous apprendre que les parents de Spielberg, Léa Adler et Arnold Spielberg, divorcent en 1966 et affectera énormément Steven Spielberg et son cinéma. Famille fracturée, conflit par auto, on retrouve souvent ce schéma dans ses films. Déjà dans Duel, le personnage principal est complètement absent de la vie de famille. Dans Sugarland Express, ce sont les deux parents qui sont absents de la vie de leur fils de 2 ans. Pêle-mêle, je peux citer Jurassic Park, où Grant a un tact formidable avec les enfants. Non, il t'entaille ici ou ici. Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Alors essaie de te montrer un peu respectueux. Ok. E.T., le père de Elliot, est absent. Jurassic Park 2, où Jeff Goldblum et de T-Rex réapprennent les bienfaits de la parenté. Indiana Jones 3, où Indy est en conflit avec son père. En 1974, Spielberg avait la trentaine, quasi le même âge que Kenneth Crane, le personnage de Slide.
et son point de vue est principalement de lui. L'indécision de Slide, son côté plus conciliant, doux, raisonné, est mis en opposition avec la représentation du modèle masculin des années 50. Et ce mal-être est déjà abordé dans Duel, où David Mann, qui n'est d'homme que de nom, ne maîtrise pas sa voiture, est peureux, hésitant, coincé du cul, et laisse sa femme gérer tout à la maison. Au début du film, un autre homme sera soucieux de sa virilité en témoignant à la radio. Et David Mann redeviendra un homme en dominant la route. Un film fait la synthèse des deux héros dans Duel et Sugarland Express. David Mann revient victorieux de son impuissance, et Slide qui échoue face à la sienne. C'est au tour de Tom Cruise dans La Guerre des mondes de subir les mêmes épreuves. Take care of our kids. You got nothing to worry about. Dès le départ de sa femme, c'est le chaos dans la vie de famille. L'équilibre et la passivité de Tom Cruise est ébranlé. Il est en conflit avec les archétypes de sa fille et de son fils, en manque de repères. Il désire prouver sa masculinité en rejoignant l'armée et en répondant à l'appel des armes. L'équilibre se trouve dans le dernier acte, où Tom Cruise apprend de Bobby à être plus en phase avec sa fille, en démontrant les limites de son comportement et en laissant Bobby trouver sa voie, sa façon d'être un homme. Et la vision des hommes de Bobby, c'est être un mec plus doux, à l'écoute de ses proches et en venant au secours des autres. Ces archétypes dans le troisième acte nourrissent Tom Cruise et par ce fait, nous spectateurs, à trouver un équilibre face au monde alien des adultes. Cette vision d'être un vrai mec est abordée bien avant La Guerre des mondes de Spielberg ou de H.G. Wells. C'est avec le poème Sea de Rudyard Kipling, écrit en 1895. Et ce poème, ainsi que l'adaptation de La Guerre des mondes par Spielberg, est une réponse à cet excès de la masculinité. Tout comme son adaptation de La Guerre des mondes, cette rupture générationnelle est apaisée dans Rencontre du troisième type, et on peut voir que cette lumière est étrangement similaire à celle de Firelight. Par ce film, on peut voir que Spielberg a renoué avec ses parents. Et plus tard dans son cinéma, il fera le pont avec ses propres enfants, transmettre son héritage. Je voulais te montrer que j'étais ton père. C'est toi qui me l'as montré. Ta place est d'être à côté de ta mère. Discours qui est synthétisé dans Paris, Texas de Wim Wenders, sorti en 1984. Un père en quête de renouer avec sa famille. Une famille qui a souvent du mal à communiquer, à s'entendre, comme dans Solaris, où le lit conjugal est dans un vaisseau en orbite d'une planète lointaine, où le cinéma a le pouvoir des images qui sont étudiées et permettent un questionnement sur nous. Comme la planète Solaris, Spielberg crée des images, une chimère, pour nous renvoyer nos échecs. Et c'est l'empathie, la compassion, qui nous permet de mieux comprendre cet ailleurs, cet alien qu'est le cinéma.